Bonjour et bienvenue au podcast Québécois et Canadiens où on discute des enjeux de notre pays. Aujourd'hui, on reçoit Maître Éric Poirier, commissaire adjoint de la langue française. Il est essentiellement le vérificateur général du français pour l'Assemblée nationale. On a une belle discussion sur l'historique de la protection du français au Québec. Bon épisode. Éric Poirier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Fait que je vais commencer avec une question qui peut être simple et compliquée, dépendant de comment on la regarde. Est-ce que le français est en danger au Québec? Le danger est certainement fragilisé, est certainement en recul. Donc ça, c'est assez clair. OK. Puis quand on évalue le niveau de français là, ou le recul, disons, du français, comment est-ce qu'on fait pour faire ça concrètement? Oui, c'est assez compliqué. En fait, il y a une série d'indicateurs qu'il faut prendre en considération. T'sais, souvent, dans l'espace public, là, il y a un débat à savoir est-ce qu'on doit regarder la langue maternelle ou est-ce qu'on doit regarder la langue à la maison? Non, il faut regarder est-ce que les gens sont capables de tenir une conversation en français ou en anglais, les grands indicateurs du recensement canadien. Ça, c'est un petit peu un piège. En fait, la question, c'est pas de savoir lequel est le bon indicateur puis lequel est pas bon, puis il faut prendre en considération juste celui-là puis rejeter tout le reste. Non, tous les indicateurs sont à prendre en considération. Chaque indicateur nous donne une fenêtre sur une partie de la réalité, mais aucun indicateur ne nous brosse le portrait complet. Donc, quelqu'un qui dit « Ah non, moi, la langue parlée à la maison, je veux rien savoir », en fait, il faut lui dire là, tu es en train de rejeter une donnée qui te permet d'avoir une partie de la réalité. Tu ne devrais pas rejeter ça. Tu devrais plutôt dire, bon, on va regarder l'ensemble des indicateurs. Donc, comment on fait? Il y a les indicateurs classiques, langue maternelle, langue parlée à la maison, connaissance de la langue française ou anglaise, donc la capacité de tenir une conversation, puis la langue de travail. Donc, ça, c'est les 4 indicateurs de recensement. C'est les principaux. Les principaux parce qu'on les suit à chaque 5 ans. Donc là, l'an prochain, cette année, c'est le recensement 2026. Donc l'été prochain, 2027, on va avoir des nouveaux chiffres sur la langue, puis on est capable de les suivre dans le temps. Donc, c'est les principaux indicateurs. Autrement, aussi, il y a plusieurs études complémentaires, là, soit de l'Office québécois de la langue française, soit de l'Institut de la statistique du Québec. Tu sais, souvent, c'est un échantillon un peu plus petit. Des fois, on a de la difficulté à comparer dans le temps. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui nous permettent d'avoir un portrait un peu plus nuancé, qui nous permet de saisir la situation dans toute sa complexité. Mais je vous dirais, votre question, c'est comment on fait pour mesurer, comment on suit. Bien, on prend l'ensemble de ces indicateurs, puis on les regarde un après l'autre, puis on essaie de comprendre le portrait global. Puis j'imagine que les indicateurs, il y a des méthodes statistiques pour faire des sondages. Fait que ça, j'imagine qu'il doit y avoir moins de controverse, disons, sur est-ce que tu parles français à la maison, tu parles pas français à la maison, j'imagine que ça peut sortir quand même, mais dans l'évaluation ou l'interprétation puis le poids qu'on donne à chacun de ces indicateurs-là, j'imagine que c'est peut-être là qu'il peut commencer à y avoir un débat ou pas. Bon, c'est sûr que la question à savoir est-ce que le français décline vraiment ou pas vraiment, c'est sûr que ça dépend de l'interprétation qu'on fait des indicateurs. Généralement, les chercheurs, les personnes qui disent que le français n'est pas en danger et que ça ne décline pas, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient que l'indicateur, disons, le français le plus souvent parlé à la maison est en déclin, le français langue maternelle est en déclin, le français utilisé comme langue prédominante au travail est en déclin. Donc, tous ces indicateurs sont en déclin. Mais la raison pour laquelle ils sont en mesure de dire que ça ne décline pas, c'est parce qu'ils disent « OK, mais le français décline », mais au profit d'une utilisation de plusieurs langues en même temps. Okay. Donc, par exemple... Si jamais il parle mandarin, c'est pas une menace pour le français, oui, ou des fois, c'est même le français et l'anglais. Donc, okay. Si le français, puis le français est en déclin comme langue de travail prédominante, donc là, on est dans l'espace public, donc là, on enlève l'enjeu de savoir si c'est intéressant de savoir ce qui se passe à la maison ou non. Ouais. Donc, regardons juste langue de travail. Ouais. Donc, est-ce que le français est utilisé comme langue prédominante au travail? Donc, il y a un déclin là, de 3-4 % quand on regarde les derniers recensements. Donc, un léger déclin. Mais il y a une croissance du nombre de personnes qui disent utiliser à égalité le français et l'anglais. Okay. Donc là, les chercheurs qui disent le français n'est pas en déclin, ils disent, ben, il n'est pas vraiment en déclin parce que le français ne disparaît pas. En fait, il y a un déclin de l'usage prédominant du français au travail,
mais il y a une croissance de l'utilisation du français et de l'anglais à l'égalité. Donc, le français n'est pas en train de se tasser, il n'est pas en train de disparaître. En fait, il y a une augmentation du nombre de temps où, dans ma journée au travail, j'utilise le français et l'anglais, et donc le français. Les chercheurs qui vont dire non, il y a quand même un déclin si on reste sur l'indicateur langue du travail. Là, ils vont dire ah, mais là, vous ne regardez pas le portrait au complet, parce qu'il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe avec la langue anglaise. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Donc, le français comme langue prédominante au travail décline. Donc, quand on regarde les 2 derniers recensements, même les 3 derniers recensements, il y a un 3-4 points qui diminuent. Le français et l'anglais utilisés à égalité au travail augmentent, mais l'anglais comme langue prédominante utilisée au travail est en croissance. Okay. Ce qui fait que si le français est fragile, c'est comme s'il y a une croissance asymétrique, si on veut, de l'utilisation à égalité du français et de l'anglais, ou, je vais le dire autrement, le pluralisme au travail augmente au détriment du français. Okay. Pourquoi? Parce que le français décline tranquillement, l'utilisation à égalité du français et de l'anglais augmente, mais l'anglais prédominant au travail, lui, augmente aussi. Okay. Donc, pour tout vous dire... Fait que juste pour résumer ça vite avant que tu... Ouais. Fait que, si je comprends bien, si tu prends les milieux de travail, le français, les milieux de travail où on parle juste français, ça diminue. Les milieux de travail où on parle juste anglais, ça l'augmente. Puis les milieux de travail où on parle anglais et français, ça l'augmente. Fait que quelqu'un qui veut argumenter que le français recule pas va dire, ben si on considère les gens qui travaillent de façon bilingue, il y a une augmentation, donc le français continue à être utilisé puis augmenté parallèlement à l'anglais. Si on veut regarder et dire que le français est peut-être plus menacé dans les milieux de travail, on va dire, oui, bien là, le français seulement diminue, l'anglais seulement augmente, et en plus, le bilinguisme augmente. Donc, le nombre total de milieux où il y a juste le français diminue. On pourrait dire ça comme ça. C'est un résumé grossier acceptable. Exact, c'est ça. De quelqu'un qui n'est pas un spécialiste là-dedans. Puis, OK, exact. Je vais te laisser continuer. Donc c'est ça. Donc, le chercheur qui dit « Attention, le français est fragilisé, est en recul », il va dire « Ben là, nous, on a pris en considération l'ensemble du portrait. » Puis, étant donné que l'usage prédominant de l'anglais au travail augmente, je vais le dire autrement. S'il y avait un déclin du français dans l'usage prédominant au travail, une croissance du français et de l'anglais à égalité en augmentation, puis que l'anglais, comme le français, était aussi en déclin, là, on pourrait dire il y a comme un équilibre dans le déclin. Parce que les milieux deviennent bilingues. Les milieux deviennent bilingues, donc il n'y a pas d'espace où l'anglais prend la place du français. En fait, il y a une augmentation des espaces où on utilise les deux en même temps. C'est la bilinguisation de la société. Les jeunes sont de plus en plus bilingues, parlent français et anglais. Donc, il y a comme un phénomène de société qui est en train de se produire. Est-ce que le français est vraiment en train de décliner? Bien là, il faudrait aller encore plus précis pour le savoir. T'sais. Mais là, au moins, on aurait on pourrait évaluer que, étant donné que le français et l'anglais sont en déclin tous les deux en même temps, ben il n'y a pas une des langues publiques qui prend le dessus sur l'autre. Ouais. Parce que, tu sais, ultimement, est-ce que les langues tierces, les langues de l'immigration, même les langues autochtones, sont une menace au français? En théorie, non. Parce que dans l'espace public, ça va être le français ou l'anglais. Fait que c'est vraiment ces deux langues-là qu'il faut regarder. Puis quand on se retrouve avec un indicateur comme langue du travail, où là, on voit que le français prédominant est en déclin, puis que l'anglais prédominant, lui, est en croissance, c'est là que la lumière orange allume. Oui, puis pour avoir... Puis c'est anecdotique, mais pour l'avoir fait, travailler avec des multinationales, tu sais, je veux dire, ton siège social a beau être à Montréal, quand tu as un appel avec le bureau à Londres ou peu importe où aux États-Unis, il y a une pression corporative pour que ça se passe en anglais. Tu sais, les gens à l'autre bout du fil ne parlent pas français. Fait que c'est un continuel combat de s'assurer que les milieux de travail puissent être français à un certain niveau. Oui, tu sais, la Charte de la langue française n'empêchera pas ça. Là. Tu sais, dans une économie mondialisée, quand tu es locuteur d'une langue minoritaire, il faut nécessairement que tu fasses l'interface entre la langue dominante et la langue minoritaire. C'est pour ça que dans nos travaux plus récents au commissaire à la langue française, on suggère au gouvernement du Québec d'ajouter un indicateur linguistique dans ses programmes d'investissement économique.
OK. Donc, présentement, c'est comme pas pris en considération. Donc, on aide le secteur bancaire, le secteur des hautes technologies, tel autre secteur manufacturier X, Y, Z, sans se demander est-ce qu'on est en train d'aider des secteurs où on travaille en français, où on peut travailler en français ou non. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on devrait ajouter dans l'évaluation que le gouvernement du Québec fait avant d'aider tel milieu, telle entreprise, tel secteur, c'est juste, pas de dire on va juste financer des endroits où on parle français, mais de dire à retombée économique égale, s'il y a un secteur où c'est impossible de parler français parce que c'est très mondialisé, tu es en contact avec New York, avec Londres, Toronto constamment, bien là, à retombée économique égale, il y a plein de secteurs où le français se porte bien. On devrait aider ces secteurs-là. Comme ça, par la même occasion, ben, on aide le français comme langue normale et habituelle de travail de se maintenir. À retombée économique égale, si tu favorises une entreprise française, par exemple, par rapport à une entreprise hongroise ou britannique, tu as plus de chances de pouvoir travailler en français aussi. Oui, mais là, c'est de regarder des secteurs. Ouais. Comme là, on voit qu'il y a des grands secteurs où le français se porte quand même bien. Bon, c'est sûr, les services publics, la santé, les services sociaux, le français se porte bien. L'hôtellerie, la restauration, même le secteur manufacturier, le français se porte bien. Il y a des secteurs où, là, c'est plus difficile. Tout ce qui est comme vraiment le secteur bancaire, là, bien souvent, là, à Montréal, on offre des services bancaires de soutien à des institutions qui sont à New York ou à Londres. Ouais. Comment est-ce possible de travailler en français dans cet environnement-là? Bien, peut-être avec des collègues, mais si l'essentiel de ton travail, c'est d'être en communication, puis lire des courriels, puis parler au téléphone, puis faire des rencontres Teams avec des gens qui sont à Londres et à New York, je vois pas comment on va pouvoir parler en français. Donc, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement du Québec, avant d'aider un secteur ou un autre, peut se demander, bon, est-ce que c'est un secteur où on peut travailler en français? Est-ce que c'est un secteur où les gens travaillent en français? Donc, on ne dit pas, quand on ne peut pas travailler en français, qu'il ne faut pas mettre d'argent. Peut-être qu'il y a plein d'autres raisons. Une décision politique, vous le savez, là, il y a comme 100 indices à regarder là, avant de prendre une bonne décision. Une bonne usine en Gaspésie, c'est ça. Donc, tout ce qu'on dit, c'est que présentement, le gouvernement du Québec n'a pas du tout sur son tableau de bord l'indicateur langue de travail. Nous, ce qu'on a dit, c'est, étant donné que le gouvernement du Québec a un levier dans plusieurs secteurs pour favoriser le français comme langue de travail, pourquoi ne pas l'utiliser? Puis moi, ce que je me demande, là, parce que c'est une question à chaque quelques années, il y a un débat là, sur le recul du français. Puis là, il y en a qui disent ça arrive pas. Puis là, on a un débat là-dessus. Moi, je viens du milieu des affaires. En tout cas, j'ai mon entreprise, je travaille avec des clients américains. Ça se passe en anglais parce qu'ils sont aux États-Unis, ils ne parlent pas français. Mm-hmm. Le frein que pourrait possiblement causer au niveau économique le français, comment est-ce qu'on conjugue la volonté des entreprises québécoises de prendre de l'ampleur, de croître, de contribuer à notre tissu économique, et à la fois le droit des travailleurs puis les droits des Québécois de travailler en français? Comment est-ce qu'on fait pour pas empêcher la croissance des entreprises, ou en tout cas la limiter au maximum, mais en même temps assurer la protection du français? Oui, c'est distinguer les... Puis, en fait, présentement, depuis 2025, l'ensemble des entreprises qui ont 25 employés et plus doivent s'inscrire à l'OQLF, suivre la procédure de francisation. Si le français est déjà généralisé, ils ont leur certificat de francisation. S'il n'est pas généralisé, ils doivent adopter un programme puis le généraliser. L'Office québécois de la langue française prend en considération cet élément-là. Donc, tous les postes, tous les endroits où tu es en interface directe avec l'étranger, ça ne pourra pas réalistement être en français. Fait qu'il y a une compréhension que ça peut être en anglais. La Charte de la langue française n'empêche pas d'exiger la connaissance de l'anglais ou d'une autre langue que le français à l'embauche, quand c'est justifié, quand c'est nécessaire, puis il y a quelques critères à respecter. Mais la Charte de la langue française, depuis 1977, elle déclare que le français est la langue normale et habituelle du travail au Québec et n'a jamais interdit à un employeur d'exiger la connaissance de l'anglais à l'embauche, quand c'est nécessaire, quand c'est justifié. Par exemple, je suis un poste, je suis constamment en train de parler avec des fournisseurs, des clients à l'étranger. C'est justifié chaque jour. Mais c'est pas parce que dans mes tâches principales, il y a cet élément-là, c'est-à-dire être constamment ou presque constamment avec des clients qui sont à l'étranger,
c'est pas parce que cet élément-là est justifié que c'est justifié ensuite de ça dans l'entreprise quand je me tourne auprès de mes collègues, mais que les courriels soient en anglais, complètement en anglais, que les manuels d'instruction soient en anglais, que les formations soient en anglais, que les rencontres de travail avec des collègues à l'interne soient en anglais. Il y a comme un peu cette distinction-là qu'il faut faire. Donc, la Charte de la langue française n'est pas un frein au développement des entreprises. La Charte de la langue française veut juste distinguer deux choses. Le moment où tu as besoin de parler anglais ou une autre langue que le français pour être avec des gens à l'extérieur. Puis les nombreux moments où tu es avec tes collègues à l'interne, où là, le français devrait être la langue normale et habituelle du travail. Puis on va revenir sur la loi 96, sur les PME tantôt. Avant, peut-être, ce que j'aimerais qu'on fasse, juste parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, puis ça vaudrait peut-être la peine de définir un peu l'historique de tout ça. Comment on en est venu à implanter une loi sur le français au Québec? Ouais, bon, il y a plusieurs enjeux, mais l'enjeu principal, là, si on veut, le moteur politique là, de la Charte de la langue française en 1977, c'était vraiment la langue d'enseignement. Donc, ça faisait plus d'une dizaine d'années que l'enjeu devenait de plus en plus important. C'est-à-dire qu'avant 1977, il y a encore plus avant 1974, la loi sur la langue officielle de Robert Bourassa. Mais clairement, avant 1977, la Charte de la langue française, René Lévesque et Camille Lorrain, les parents avaient le libre choix de la langue d'enseignement pour leurs enfants. Puis, à Montréal, où se concentre l'immigration, les statistiques du ministère de l'Éducation indiquaient que 91 % des immigrants allophones choisissaient l'école anglaise pour leurs enfants. T'sais, 91 %. C'est plus pratique, j'imagine. C'était la langue... on est en Amérique du Nord. C'est la langue de l'ascension sociale, la langue de la culture, la langue de l'économie, la langue de l'empire le plus puissant de l'histoire de l'humanité qui est juste à côté de nous. Donc, toutes les forces menaient ces parents-là à choisir pour leurs enfants l'école anglaise. Donc, le 91 %, c'est pas un sondage avec une marge d'erreur. C'est des statistiques du ministère de l'Éducation. L'enregistrement est dans les écoles. Exact. Fait que, on sait précisément. Et ces chiffres-là étaient de plus en plus sus, en fait, depuis la commission parents. Il y a Guy Rocher qui nous a quittés récemment, à la fin des années 60, début des années 70. Donc, c'était connu. Il y avait un enjeu, puis on se disait... les gens de l'époque se disaient, ben là, si ça continue comme ça, là, le français va vraiment être fragilisé. Là. Si presque tous les nouveaux arrivants juste anglais, envoient leurs enfants à l'école anglaise, c'est un enjeu. Là. C'est comme si on n'avait plus besoin de faire de dessin et de graphiques. Là. Les gens comprenaient ça. Là. Et donc, le gouvernement du Québec a essayé à plusieurs reprises de régler cet enjeu-là. Donc, l'Union nationale, à la fin des années 60, avec la loi pour promouvoir la langue française au Québec, qui finalement consacrait le libre choix pour les parents, mais disait que les nouveaux arrivants devaient, à la fin de leur parcours, avoir une certaine connaissance du français, mais ils pouvaient faire leur parcours en anglais puis apprendre le français langue seconde. Ensuite de ça, les libéraux de Robert Bourassa ont voulu aussi régler le problème en 1974 avec la loi sur la langue officielle qui déclarait le français langue officielle. Donc, c'est la première fois dans notre histoire que ça nous arrivait. Parce qu'avant, c'était pas notre langue officielle. Ça n'avait jamais été déclaré comme tel. Donc, c'est les libéraux de Robert Bourassa qui ont été les premiers à le faire. Puis, pour régler le problème de l'éducation, ils ont essayé de se raccrocher à un critère de langue maternelle. Donc, ils disaient l'enfant qui maîtrise déjà l'anglais à l'entrée à l'école, on présume d'une certaine manière que l'anglais, c'est sa langue maternelle. Donc, lui, il pourra aller à l'école anglaise. Okay. Mais tous les autres vont devoir aller à l'école française. Puis si ça n'a pas fonctionné, c'est que là, il y a des parents motivés qui enseignaient l'anglais à leurs enfants. Pour qu'ils puissent après ça être anglophones. Là, pour que quand ils arrivent à l'école primaire, la commission scolaire dise « Ah, ben il parle bien anglais, donc il y a la connaissance de l'anglais, donc il peut s'inscrire à l'école anglaise. » Donc ça a créé... ça a donné place à l'arbitraire. Donc finalement, ça n'a pas réglé le problème. Puis c'est vraiment avec la Charte de la langue française que le problème a été réglé. C'est-à-dire avec le critère de la langue dans laquelle les parents ont étudié. Okay. Donc, ça, c'est objectif. Je veux dire,
tout le monde est capable de démontrer dans quelle langue ils ont reçu leur éducation primaire, soit qu'on a encore nos vieux bulletins, soit qu'on contacte l'école où on a été. En fait, Camille Lorrain, qui était le ministre responsable de la Charte de la langue française, avait testé cette idée-là. Là. Donc, il avait téléphoné dans des écoles, dans des commissions scolaires. « Hey, est-ce que vous avez toujours les bulletins scolaires des parents, 20 ans, 30 ans plus tard, quand les parents décident d'avoir des enfants? » Puis la réponse, c'est oui. Donc là, ils se sont dit, avec un critère objectif comme ça, est-ce que vous pouvez envoyer votre enfant à l'école anglaise si l'un des parents a lui-même reçu l'école anglaise au Québec? Donc, c'était la règle en 1977. Donc, en résumé, s'il fallait nommer un seul enjeu, parce qu'il y en a plein d'autres, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais s'il faut nommer un seul enjeu qui a mené le Québec à adopter une politique linguistique, c'est vraiment l'enjeu de la langue d'enseignement. Puis la raison pour laquelle on peut présumer que c'est resté dans l'imaginaire collectif, la raison pour laquelle on retient la Charte de la langue française de 1977, c'est que c'est vraiment la première fois en plus de 10 ans qu'on avait une loi qui venait régler l'enjeu principal. Donc, dorénavant, sauf si vous avez un lien avec les institutions d'enseignement, donc vous avez vous-même comme parent fréquenté une école anglophone au Québec, tous les autres vont envoyer leurs enfants à l'école française, ce qui comprend l'essentiel des francophones, puis tous les nouveaux arrivants. T'sais. Donc, l'école française devenait une nouvelle option obligatoire, disons. Oui, c'est ça, le lieu de convergence là, de la population québécoise. Puis on venait quand même protéger, réserver les institutions anglophones pour tout le monde qui avait un lien avec les institutions anglophones. Donc, finalement, c'est comme ça que ça s'est réglé. Puis si je ne me trompe pas, dans la Charte de la langue française, il y avait un aspect sur l'affichage en français aussi. Exact. Oh, ça, c'est bon que vous m'amenez là-dessus. C'est un autre gros élément. Donc, ça, c'est peut-être l'élément le plus emblématique de la Charte de la langue française de 1977. Donc, parce que notre vocabulaire anglais sur les voitures, on l'a pris à quelque part. Le windshield et les wipers. Là, c'était tout l'affichage commercial. Donc, avant 1974, donc avec la loi de Robert Bourassa, avant 1974, on pouvait afficher comme on voulait. Donc, là, on retrouvait de l'affichage unilingue anglophone au centre-ville de Montréal, au centre-ville de Sherbrooke, pas mal dans toutes les grandes villes. Même encore aujourd'hui, il y a des reliquats un peu de ça, là, quand on voit le Bank of Montreal. Quand c'est gravé, là, c'est gravé dans la pierre. Donc, on voit encore un reliquat de l'époque où les entreprises pouvaient, en toute liberté, choisir la langue de leur choix pour afficher. Donc, en 1974, on est venu changer ça pour dire il faut que ça soit en français et en anglais. Ça pouvait être à égalité. La Charte de la langue française a comme complètement changé la situation avec un très court délai de mise en œuvre en disant dorénavant, l'affichage commercial va être exclusivement en français. Sauf quelques exceptions. Donc, évidemment que c'était pas complètement du mur à mur. Là. Les petits commerces avec, de mémoire, le moins de 5 employés. Donc, des petits dépanneurs, là, ça pouvait être anglais-français. Les petites entreprises, épiceries qui s'adressent à une communauté culturelle en particulier. Là, il y avait beaucoup de place pour la langue de la communauté culturelle en particulier. Mais grosso modo, tout ce qui était les grandes chaînes, les grands magasins, les grandes entreprises, là, c'était exclusivement français. Fait que pendant quelques années, il y a des affiches qui ont dû être démontées, remplacées par des affiches uniquement en français. Ça a dû être quand même déstabilisant à un certain niveau. Là, si, demain matin, là, puis je comprends que c'est la langue que tout le monde parle, là, mais si demain matin, tout l'affichage au centre-ville, à Montréal, changeait de langue, ça va être quand même... Puis les prix, puis tout ça, je peux comprendre le principe, là, mais juste au niveau humain, passer à travers un changement de tout l'affichage, ça va être quand même quelque chose. Ça a dû être quelque chose. Il faut dire que c'était directement en lien avec l'objectif... grosso modo, l'objectif de la Charte de la langue française est double. Faire du français la langue officielle, mais aussi faire du français la langue commune. Donc, la langue officielle, c'est plus en lien avec les institutions publiques.
Donc, la langue des tribunaux, la langue de l'Assemblée nationale, la langue de l'administration, les services publics, la langue de l'enseignement. On pourrait faire un lien aussi avec l'enseignement, avec la langue de l'enseignement. Donc, c'était vraiment langue officielle, langue commune. Donc, ça, c'est beaucoup plus large. Langue commune, oui, il y a les institutions publiques, mais ça va beaucoup plus large. Donc, ça touche au commerce aussi, tout ce qui est public, là. Donc, l'idée de changer assez drastiquement la norme en 1977 pour mettre l'affichage exclusivement en français, l'affichage commercial, c'était en lien avec l'objectif de langue commune. Ouais. Donc, c'était l'idée que si on veut faire du français la langue commune, veut pas, toutes les personnes qui sont ici doivent, dans leur journée, au courant de leur semaine, être confrontées à des moments où ils n'auront pas le choix d'utiliser le français. Ouais. Puis l'affichage commercial, ça remplissait un de ces objectifs-là. Tu peux pas faire ton épicerie Donc, sans de lire tout ce qui exact. se Tu passe, te promènes en auto sur l'autoroute, il y a des panneaux réclames, ils sont en français. Tu rentres dans un centre-ville, tout l'affichage est en français. Tu arrives dans un magasin, l'affichage est en français. Je veux dire, jour après jour, après jour, après jour, après jour, c'est cette idée. On va venir à bout de faire du français une langue commune parce qu'il va y avoir des moments, jour après jour, où tout le monde va devoir utiliser le français. Fait que ça va être un gros incitatif. On va dire aux francophones, votre langue est utile. Au Québec, votre langue est utile partout. On va dire aux anglophones, c'est une bonne idée d'apprendre le français parce que vous en avez besoin. Puis on va dire aux nouveaux arrivants, là, vous allez envoyer vos enfants à l'école française, mais ça serait vraiment bon là, que vous appreniez le français parce que vous allez en avoir besoin. Une petite nuance, l'étiquetage sur les produits pouvait toujours être bilingue. T'sais. En fait, il y a une distinction entre étiquetage et affichage. C'est juste pour être pleinement rigoureux. Là. Mais donc, c'était vraiment l'affichage. Avocat oblige. Ouais, exactement. Donc, affichage extérieur des commerces, mais aussi intérieur. Donc, c'était vraiment en lien avec le français langue commune. Il y avait plusieurs dispositions comme ça en 1977. Donc, on réserve l'école française en principe, ça va être pour tout le monde. L'affichage va être en français exclusivement en principe. Les lois vont être officielles juste en français. Les pièces de procédure devant les tribunaux vont devoir être en français. Évidemment, il y avait quelques exceptions, mais tu sais, c'est cette idée que dans des institutions importantes, dans des lieux publics importants, tout le monde, que tu sois né ici ou pas, tout le monde va être confronté semaine après semaine à devoir utiliser le français. Puis là, tranquillement, ça va devenir naturel. T'sais. Ça va devenir naturel, c'est-à-dire que les gens vont se dire, ouais, tu sais, au Québec, apprendre le français, maîtriser le français, c'est comme ça que je vais pouvoir gravir les échelons, c'est comme ça que je vais pouvoir faire ma vie. Donc, le français va être la langue qu'on partage. Donc, il y avait quelques éléments comme ça dans la Charte de la langue française de 1977 qui était assez, on doit le dire, assez drastique avec la situation antérieure. Mais on voyait une volonté politique très forte là, d'aller vers le français langue commune, puis il y avait des moyens assez clairs pour y arriver. Puis je dirais pas, si je me rappelle, parce que je n'étais pas là, mais de ce que je comprends, il y a eu des petits accrochages avec la charte au niveau des droits individuels. C'est quoi les aspects? Parce qu'il y a une utilisation de la clause non-obstinence, si je ne me trompe pas, au début, puis après ça, ça a été régularisé. C'est quoi les aspects qui ont accroché, puis comment est-ce qu'on en est venu à régler ça? Oui, bien, les principaux aspects, puis là, on voit que vous avez de la suite dans les idées, là, parce que les principaux aspects qui ont accroché, c'est les lieux, donc les espaces indiqués dans la Charte de la langue française où tout le monde devait utiliser le français. Okay. Donc, l'école, l'affichage, la langue des tribunaux et de l'Assemblée, la langue des lois. Donc, les trois principales mesures où on disait en 1977, bon, dans cet espace-là, tout le monde va devoir utiliser le français. Peu importe vous venez d'où, peu importe si vous êtes né ici ou pas, peu importe que ça vous tente d'utiliser une autre langue ou pas, là, il y a un choix de société qui est fait. Tout le monde va devoir utiliser le français. Donc, c'est ces trois lieux-là, donc affichage, école et législation, justice, qui ont été contestés les premiers devant les tribunaux. En 1977, il n'y avait pas de disposition de dérogation. Parce que la charte n'était pas encore... Parce que la charte québécoise existait, mais pas la charte fédérale, pas la charte canadienne. Ouais. Donc, mais il y avait quand même été... Il y avait eu un débat à savoir si on mettait la charte des droits et libertés de la personne du Québec et la charte de la langue française sur le même pied, en indiquant qu'on ne peut pas utiliser une loi pour attaquer l'autre. Finalement, le gouvernement, donc dans le projet de loi 1
dans la première version de la Charte de la langue française, il y avait une disposition qui disait ça. Donc, les deux chartes sont à égalité, tu ne peux pas utiliser une loi pour attaquer l'autre. Finalement, c'est tombé dans le cadre des travaux parlementaires. C'était contesté par l'opposition. Mais aussi, il y a des juristes, des chercheurs, dont Henri Brun, qui avaient démontré que finalement, l'état de la jurisprudence sur la Charte québécoise ne permet pas d'attaquer la Charte de la langue française. Donc, les deux vont comme bien cohabiter, puis il n'y a pas de problème. Donc, cette disposition qui était peut-être plus une affirmation de force symbolique, là, si on veut, Camille Lorrain a été convaincu de finalement l'enlever. C'est vraiment quand est arrivée la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, quelques années plus tard, que là, l'idée de venir mettre la clause dérogatoire ou la disposition de dérogation dans la Charte de la langue française s'est posée. Puis là, le gouvernement de René Lévesque l'a mis. Donc, immédiatement après l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, le gouvernement de René Lévesque a mis des clauses dérogatoires dans toutes les lois du Québec. Parce qu'il n'a pas signé la Constitution. C'est ça. Fait qu'il a dit, c'est pas vrai que... Exact. Ouais. Donc, en réaction au fait que la Charte canadienne avait été rejetée par l'Assemblée nationale, le gouvernement de René Lévesque a dit, on va mettre la clause dérogatoire partout, puis dans toute nouvelle loi. Donc, en 1983, il y a eu des petits ajustements qui ont été apportés à la Charte de la langue française. Il y avait une disposition de dérogation dans cette loi modifiant la Charte de la langue française. Donc, s'il y a eu le débat sur la clause dérogatoire, sur la disposition de dérogation, c'est que par le temps que les litiges contestant les dispositions sur l'affichage commercial montent les échelons. La Charte canadienne existait. Là, la Charte canadienne existait, puis là, il y avait une disposition de dérogation dans la Charte de la langue française. Et c'est pour ça qu'il y a eu le débat. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec le fameux arrêt Ford, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, où la Cour suprême du Canada dit en 1988 qu'il n'y a pas de conditions préalables à l'utilisation de la disposition de dérogation. Donc, le gouvernement de René Lévesque pouvait mettre la clause dérogatoire partout et dans la Charte de la langue française, puis il n'y avait pas à justifier, en autant que la forme était respectée, c'est-à-dire un article bien clair, inscrit dans la loi, qui dit « cette loi s'applique indépendamment de », c'est légal. Là, on en entend beaucoup parler aujourd'hui de cette fameuse décision, mais ça vient de cette situation-là, c'est-à-dire le moment où le gouvernement Lévesque, en réaction au rapatriement de 1982, décide qu'il met la clause dérogatoire, la disposition de dérogation, partout. Puis c'est pour ça que la Cour suprême, en 1988, a été amenée à juger de la légalité de cette façon de faire. Puis éventuellement, les clauses sont tombées, parce qu'actuellement, il n'y en a pas dans la Charte canadienne. Pas dans la Charte canadienne, je reviens, avant la loi 96, dans la loi 101, il n'y avait pas de disposition. Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, ça a été testé par les tribunaux, puis les tribunaux ont déterminé que la loi était constitutionnelle. C'est ça, mais après avoir démantelé les espaces... parce que on peut résumer l'histoire de la Charte de la langue française, là. On peut en parler longtemps, mais si on résume l'histoire de la Charte de la langue française en 45 secondes, là, peut-être même en 30 secondes, je vais essayer en 30 secondes. Donc, en 1977, on met des lieux dans la Charte où tout le monde est obligé de parler français, d'utiliser le français. Tout le monde est confronté à l'obligation de devoir utiliser le français. Ouais. C'est ces dispositions-là qui sont les premières attaquées. C'est ces dispositions-là qui sont les premières invalidées ou en très grande partie démantelées. Puis là, la Charte de la langue française est tranquillement transformée, c'est-à-dire qu'on enlève les lieux où tu es obligé d'utiliser le français par des lieux où tu peux utiliser le français et l'anglais. Donc, le français est toujours là, mais il y a aussi une autre langue qui est ajoutée, évidemment, à la langue anglaise. Donc, l'affichage, on peut utiliser le français et l'anglais. Il faut que le français soit nettement prédominant, mais l'anglais peut toujours être là. La langue des lois, il y a des versions anglaises et françaises des lois. Ils ont la même valeur juridique. Ils ont la même valeur juridique. Les pièces de procédure, tu peux déposer tes pièces de procédure en français ou en anglais à ton choix, même si tu poursuis une partie qui parle français puis qui veut rien savoir de la langue anglaise ou qui la connaît pas. Tu peux utiliser le français ou l'anglais comme tu veux. Donc, vous voyez, on a remplacé les dispositions où on disait il faut obligatoirement que ça se passe en français, juste en français. Par des dispositions, on dit le français va être là obligatoirement, mais on pourra aussi ajouter une autre langue. Okay. Ça, c'est les tribunaux qui sont venus faire ça. Ça, c'est les tribunaux qui sont venus invalider les dispositions et l'Assemblée nationale est venue
changer la charte pour se conformer à ce que les jugements ont dit. Donc, de 1977 à 2022, donc jusqu'à la loi 96, c'est ça l'histoire de la Charte de la langue française. C'est la déconstruction des endroits dans la charte où on disait tu es obligé d'utiliser le français puis juste le français par le français va être là, mais l'anglais peut aussi être ajouté. Donc, de 1977 à 2022, il y a eu un effritement de tous ces éléments-là. Puis en 2022, avec la loi 96, on est venu rajouter 2 espaces où le français doit être utilisé obligatoirement à l'exclusion de toutes les autres langues. C'est la langue des services publics. En principe, les services publics sont uniquement français. Évidemment, il y a beaucoup d'exceptions, mais le principe est On a parlé revenu. beaucoup les médecins, le droit d'être soigné en anglais. Oui, c'est exact. Ça, c'est une exception qui se retrouve textuellement dans la Charte de la langue française. Textuellement, je pense que la première objection, là, c'est comme je ne pourrais plus voir de médecin en anglais. C'est ça. Donc, il y a une disposition qui le dit très clairement là, dans la Charte de la langue française. Mais en principe, sauf si tu trouves une exception, c'est juste en français. Même si tu m'envoies la SAQ, c'est en français que ça se passe. Exact. Si l'administration ne se retrouve pas dans une situation où elle a la faculté d'utiliser une autre langue que le français, même si l'administré veut utiliser l'anglais ou une autre langue, l'administration a l'obligation d'utiliser juste le français. Donc ça a été ajouté en 2022. Puis l'autre espace où on doit obligatoirement utiliser le français, juste le français, c'est les communications entre les ordres professionnels et leurs membres. Donc, encore une fois, il y a quelques exceptions. Parce qu'il y a des permis temporaires et exceptionnels. Donc, pour ça, ça peut être en anglais et en français, ou en français et dans une autre langue que le français. Mais pour les membres en règle, là, le barreau avec ses membres, le collège des médecins avec ses membres, l'ordre des ingénieurs, des architectes, etc. Donc, ça ne peut plus être en français et en anglais ou juste en anglais. Ça doit obligatoirement être en français. De toute façon, puis là, vous me corrigerez, là, mais les examens professionnels, des ordres professionnels, là, pour devenir, peu importe le métier, il faut que ce soit en français. Là, pour devenir avocat, médecin, tout ça. Exact. Tous ces tests-là sont unilingues francophones. Là. Exact. Donc, et la charte prévoit, il y a une disposition claire là, qui dit que pour pouvoir être membre d'un ordre professionnel au Québec, il faut avoir la connaissance appropriée de cette langue pour l'exercice de sa profession. Okay. Donc, c'est quoi, c'est une suite logique de c'est comme une suite logique. Ouais. Parce que tu sais, ça, c'était déjà là même avant 2022. Ouais. Donc, avant 2022, c'était comme ça depuis 1977. Pour être membre d'un ordre professionnel au Québec, tu dois avoir la connaissance appropriée de la langue française pour exercer ta profession. En 2022, on est venu ajouter que c'est comme ça. Puis de toute façon, les ordres professionnels exercent des compétences déléguées là, par l'Assemblée nationale. Donc, il y a comme un lien aussi avec la langue de l'administration, si on veut. Donc, pour être membre, il faut connaître le français. L'ordre professionnel doit aussi obligatoirement t'écrire, te parler exclusivement en français. Donc, ça aussi, ça a été rajouté en 2022. Donc, on pourrait dire, 1977, lieu où le français doit être utilisé obligatoirement et exclusivement. Ces lieux-là sont déconstruits à travers le temps, après des jugements. Et par le travail du législateur québécois qui est venu corriger la loi à la lumière de la jurisprudence. Puis ensuite de ça, en 2022, il y a 2 nouveaux lieux d'usage exclusif du français qui sont rajoutés dans la Charte de la langue française. Et c'est pour ça qu'on peut argumenter que, d'une certaine manière, en 2022, le législateur se reconnecte d'une certaine manière avec les principes. Il n'a pas été jusqu'au... Il n'a pas rétabli ce que les tribunaux ont invalidé dans la loi 101. Là. Non, exact. Le législateur a pris acte de la jurisprudence. Là. Il n'y a pas eu de coup d'État juridique. Là. Y a-t-il une clause non-obstant dans la loi 96? Il y en a même 4. Okay. Donc, il y en a 2, Charte canadienne et Charte québécoise, dans la Charte de la langue française. Ouais. Puis il y en a 2 dans la... En tout cas, c'est technique un peu, là, mais dans la loi 96. Parce que la loi 96 venait modifier la Charte de la langue française, mais aussi le Code civil, le Code de procédure civile, la Charte des droits et libertés de la personne, la loi sur les civiles. La grosse loi par appui a des clauses non-obstants, puis dans la portion Charte de la langue française, il y a des clauses non-obstants. C'est ça, exact. C'est pour ça que si vous allez voir dans la loi 96, la loi annuelle, il y a 4 dispositions de dérogation. Et si vous allez voir dans la Charte de la langue française codifiée, là, il y en a 2. Donc, elles apparaissent à la fin de la loi. Donc, oui, le législateur a aussi ajouté ça dans la Charte de la langue française. Fait que là, on est venu rajouter des lieux supplémentaires
Fait que les ordres professionnels, puis l'autre, c'était La langue des services publics, la langue des services l'administration. publics. Mais on a décidé pour les tribunaux, pour la langue des lois, l'Assemblée nationale, on ne touche pas à ça. Ça a été touché un petit peu. Un petit peu, OK. Ça a été touché un petit peu dans ce que le législateur québécois a compris comme étant l'espace qui lui restait. Donc, les tribunaux ont dit une série de choses sur ce que l'Assemblée nationale peut faire sur la langue des lois puis la langue des tribunaux. Le législateur en a pris acte. Il n'est pas venu rétablir la loi de 1977, mais il est venu dire, OK, les tribunaux ont dit ABC. Ils n'ont pas dit qu'on ne pouvait pas faire DEF, donc on va venir dire DEF, par exemple. Mais l'article a été suspendu, donc il n'est pas invalidé, mais il est suspendu à l'heure actuelle. Donc la loi 96 est venue dire, vous pouvez utiliser, comme les tribunaux l'ont dit, vous pouvez utiliser la langue de votre choix, français ou anglais, devant les tribunaux, comme partie, dans vos pièces de procédure. Ouais. Et là, la loi 96 est venue dire, bon, utilisez la langue de votre choix, mais si vous utilisez l'anglais, vous devez ajouter une traduction en français. Donc, pour accompagner vos documents en anglais, ça, la Cour supérieure a suspendu ça pour le moment. Okay. Malgré la clause non-obstant? Oui, parce que la clause non-obstant de la Charte canadienne permet de protéger la loi de certains articles, mais pas de tous les articles. Okay. Donc, la protection pour le français et l'anglais devant les tribunaux, ça se retrouve dans la loi constitutionnelle de 1867. OK, fait que c'est pas une disposition 7 à 15 ou... exact, ça, okay. 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne. Donc, fait que pour pas perdre le monde, c'est que la clause non-obstant, on ne peut pas l'utiliser contre toutes. Il y a certaines dispositions qu'on peut utiliser la clause non-obstant. Exact, qui sont nommées. Okay. Donc, il y a plusieurs dispositions qui... Là, c'est l'administration des tribunaux, donc ça sort du cadre de droit individuel, fait que ça peut exact. pas être... Et c'était des protections, c'était des droits linguistiques qui ont été ajoutés dans la Constitution en 1867 et non pas en 1982. Fait que là, la disposition de dérogation de la Charte canadienne ne touche pas à ça. Donc là, les législateurs québécois ne pouvaient pas s'en protéger, s'en protéger, je vais dire ça comme ça. Donc, ce qui a fait là-dessus le législateur en 2022, c'est qu'il est venu dire à la marge sur les pièces de procédure, mais aussi sur la langue des jugements. Donc, le législateur a fait la même chose sur la langue des jugements. Il est venu dire les juges, étant donné que la jurisprudence a indiqué que vous pouviez utiliser le français ou l'anglais dans vos jugements, un ou l'autre. Il a dit qu'il faut qu'il utilise le français. En 2022, en 1977, le législateur avait dit vous pouvez utiliser le français ou l'anglais, mais si vous utilisez l'anglais, monsieur, madame le juge, il va y avoir une traduction française et seule la traduction française va être officielle. OK, fait que votre propre jugement ne comptera pas. C'est la traduction française de votre jugement qui va compter. Exactement. OK. Puis là, en 2022, le législateur est venu dire OK, vous pouvez aussi rendre votre jugement en français ou en anglais, mais si vous le rendez en anglais, il va y avoir une traduction automatique qui va se faire en français, qui n'est pas nécessairement la version officielle. Là, mais ça n'a pas été invalidé. Ça n'a pas été suspendu puis ça n'a pas été invalidé. Parce que essentiellement, c'est juste le droit d'avoir un jugement dans les deux langues. Là. C'est ça. C'est d'avoir un... d'avoir dans le français s'il était rendu en anglais. Tu sais, c'est rattaché au fait que le français est la langue commune ou la langue officielle. Tu sais, on est au Québec... je pense avoir tous les jugements de nos cours en français ou une traduction française de ces jugements-là, je pense que ça va C'est ça. Puis, moi, ça m'est quand même arrivé. Ça m'arrive pas chaque jour. Moi, je suis juriste. Là. Ouais. Donc, ça m'arrive pas chaque jour, mais ça m'arrive quand même fréquemment de tomber sur un jugement unilingue anglais d'un tribunal québécois. T'sais. Puis là, de devoir le lire en anglais. Là, mais la première fois que ça arrive, tu dis c'est possible, je vais chercher pour la version française, puis la version française, elle n'existe pas. Ouais, je pense qu'à partir Cour d'appel, ils traduisent toutes. Me semble, Cour suprême, Cour d'appel, non, ils traduisent pas. Cour suprême du Canada, oui. Cour suprême du Canada, oui, mais ça, c'est pas la Charte de la langue française. Là, c'est la Cour suprême. C'est les pratiques de la Cour suprême du Canada qui rend son jugement en même temps en français ou en anglais, en français et en anglais. Donc, on peut voir dans le jugement... Il y a les deux, là, c'est ça. Ouais. On peut voir les deux, puis on peut savoir dans quelle langue le jugement a été écrit. Donc, mais il y a la version française ou anglaise tout de suite à côté, là, et en même temps. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre là, une semaine ou un mois avant d'avoir... La Cour d'appel du Québec, est-ce qu'elle rend des décisions unilingues anglophone? Ben, là, je voudrais pas... OK, c'est pas grave. C'est juste... Mais aujourd'hui,
Il doit être traduit. Légalement, en vertu de la Charte de la langue française, l'article 10, si la Cour d'appel décide de rendre un jugement en anglais ou si un de ses juges décide d'écrire ses motifs en anglais, il doit y avoir, au moment de la publication, la version française. Sur papier, c'est ce que la Charte de la langue française dit. Donc, le juge peut décider d'écrire en français ou en anglais à son choix, selon son choix à lui ou à elle, ou bien donc selon la langue des parties. Donc, il peut prendre cette décision, mais il doit savoir que s'il l'écrit en anglais, au moment de la publication, il va devoir y avoir une version française. Ça, c'était très intéressant. C'est la petite parenthèse juridique. Ça Ouais, m'est arrivé avec Guillaume Rousseau l'autre fois aussi. Fait que c'est ce qui arrive quand deux avocats parlent. Exact. J'espère que tout le monde a pu suivre. Là, j'aimerais juste aller parler un peu de l'impact sur les PME de la loi 96. Parce qu'une des critiques qui a été mise de l'avant, notamment par le Parti libéral du Québec, c'est de dire c'est administrativement plus exigeant pour les PME. C'est vrai que là, on a réduit le seuil pour les entreprises. En gros, il y a plus d'entreprises aujourd'hui qui sont assujetties aux mesures de francisation à cause que l'on a réduit, je pense que c'était 50 avant, là, ou 49, 50, puis là, c'est rendu 25. Exactement. C'est quoi le calcul un peu ou l'impact de demander à toutes ces entreprises-là de faire des démarches de francisation? Et en même temps, est-ce que ces démarches-là sont adaptées considérant que c'est des plus petites entreprises? Oui, bon, c'est sûr que quand tu es une petite entreprise puis que tu n'as pas ton équipe de RH qui s'occupe de toute cette paperasse administrative. Ouais, parce que 25, tu n'as peut-être même pas de personnes RH à temps plein. Là. C'est ça. Donc, je suis capable de dire que d'emblée, ça peut créer un sentiment de OK, ben là, comment je vais faire ça? Je vais téléphoner à l'office, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais ce qu'on doit dire d'abord et avant tout, c'est que 2/3 des entreprises, au moment de leur inscription, puis là, il faudrait inviter quelqu'un de l'Office québécois de la langue française qui a toutes les données à jour. Les chiffres, oui, c'est ça. Toutes les données à jour. Mais 2/3 des entreprises, au moment de leur inscription, le français est déjà généralisé. Okay. Donc, ils vont avoir leur certificat de francisation sans démarche. Là. Donc, la seule démarche qu'ils vont devoir faire, c'est 2 démarches, en fait. Tu dois t'inscrire à l'Office québécois de la langue française, puis tu dois faire l'analyse de la situation linguistique de ton entreprise. Donc, et là, dans 2/3 des cas, sur l'analyse de la situation linguistique, l'Office québécois de la langue française va dire « c'est déjà généralisé, voici votre certificat de francisation ». On se revoit dans 3 ans. Fait que les remplissent un formulaire et ils disent mes employés. Ils parlent exact. Français, donc là, il va avoir la langue des communications internes, l'intranet, les modes d'emploi, les formations, la langue des réunions, l'affichage, la terminologie. C'est tout moi, je suis la petite entreprise manufacturière en Beauce, fait que j'écris français. Ah, ça, c'est peut-être un peu anglais, français. Exact. Puis là, l'Office québécois de la langue française regarde ça. Si le français est déjà généralisé, le français n'a pas besoin d'être la langue exclusive. La Charte de la langue française n'empêche pas que votre entreprise fonctionne en français, en anglais, en espagnol, en arabe. Il faut juste tout le temps que le français soit là. Si le français est toujours là, même si vos courriels sont bilingues, même si votre Intranet est bilingue, même si vos modes d'emploi sont en français puis dans 3-4 autres langues, c'est pas grave. Ce que l'Office québécois de la langue française regarde, c'est est-ce que à chaque étape, dans chacun de ces milieux, le français est là. Si le français est là, vous êtes généralisé. Le français est déjà généralisé. L'Office québécois de la langue française vous octroie votre certificat de francisation. Et là, ce que vous avez à faire, c'est aux 3 ans, déposer un rapport triennal, dans le fond. Donc, aux 3 ans, vous faites un processus un peu semblable. L'Office québécois de la langue française regarde ça. Ah, le français est toujours généralisé. On se revoit dans 3 ans. Donc, dans 2/3 des cas, c'est comme ça. Maintenant, dans 1/3 des cas, il va y avoir 1 ou 2 éléments où le français n'est pas là. Et c'est là qu'on passe à l'étape du programme de francisation. Donc là, ça, pour une petite entreprise, c'est sûr que c'est du travail. Mais si le français est déjà généralisé, il n'y a pas d'enjeu. C'est toujours comme ça. En fait, ce qu'on peut dire, c'est quand les choses fonctionnent en français au Québec, c'est pas compliqué, puis tout passe comme une lettre à la poste. Si ça ne fonctionne pas en français ou si le français est absent, oups, là, ça va prendre un programme de francisation, puis il va y avoir des mesures bien ciblées. Donc, si c'est la langue de vos sites Internet, de votre affichage puis de vos modes d'emploi, ben là, dans votre programme, ça va être indiqué. C'est négocié avec l'entreprise. Est-ce que tu es capable de faire ça en 6 mois, en 8 mois, en 1 an et demi, en 2 ans?
Puis là, il y a un engagement qui est pris par l'entreprise. Puis ensuite de ça, il y a une vérification qui est faite pour s'assurer que les transformations sont faites. Donc, et une fois que le site web est rendu en français, il peut être en 3 langues. Une fois qu'il est en français, crochet. Les modes d'emploi, il y a une version française maintenant, crochet. L'affichage, ça a été corrigé, parfait. Donc, vous avez votre certificat de francisation. Puis ensuite de ça, c'est aux 3 ans que vous devez rendre compte du maintien de la généralisation. Tout ça pour français. les entreprises de moins. Parce que la majorité des PME au Québec ont moins de 25 entreprises. Là, je pense que c'est. Moins de 25, là. Oui, c'est ça. Il n'y a, pas de changement. Fait que, non, c'est ça. Il y a quand même, mais tu as quand même des obligations en termes avec le français. C'est juste qu'il n'y a pas un processus formel d'audit. Exact. C'est ça. C'est que dans la charte de la langue française, il y a deux chapitres qui touchent à la langue de travail. Il y a un chapitre qui vise toutes les entreprises, tous les employeurs, que tu aies un employé ou 5000. Ce chapitre-là s'adresse à toi. Puis, il y a un autre chapitre qui s'adresse uniquement aux entreprises de 25 employés et plus. Donc, comme vous l'avez dit, ce que le législateur a fait en 2022, c'est qu'il n'a pas fait de grands changements sur la francisation des entreprises. En fait, sur le deuxième chapitre, comme je vous disais, avec la démarche de francisation, etc., il a fait quelques petits changements ici et là, mais il n'a pas fait de grandes révolutions. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a baissé le seuil de 50 à 25. Puis là, en allant chercher beaucoup de plus petites entreprises qui sont, comme on disait, là, qui n'ont pas de service RH, puis c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais l'Office québécois de la langue française est là pour accompagner ces entreprises puis pour les aider dans leur démarche. Puis encore une fois, dans 2/3 des cas, inscription, analyse de la situation linguistique, le français est déjà généralisé, puis le certificat est donné. Là. Fait que là, fait que c'est ça. Parce que la loi 96, oui, ça touche les PME, mais c'était surtout une loi pour l'espace public. Comme les piliers dont tu parlais, dont vous parliez un peu avant. Là, fait que, au niveau des services publics en français, puis il y a l'affaire avec les tribunaux aussi. Là, mais fait que, parallèlement à ça, il y avait un peu, mais c'est pas principalement les entreprises que cette loi-là visait. Non. Sur le fond, je vous disais, il y a 2 chapitres. Là. Ouais. Donc, dans le premier chapitre qui s'adresse à tout le monde, il y a aussi eu des petites corrections, mais c'était plus des corrections pour répondre à la jurisprudence. Là. Donc, c'est le dialogue entre le législatif puis le judiciaire. Là. Donc, par exemple, il y avait une disposition qui disait déjà l'employeur peut exiger la connaissance de l'anglais à l'embauche si c'est nécessaire. Puis là, il y a eu 40 ans de jurisprudence sur qu'est-ce que veut dire le mot « nécessaire ». Donc là, il y a eu des grands débats de juristes à savoir « nécessaire », est-ce que c'est quand j'en ai besoin une fois par semaine ou de temps en temps, quand c'est utile, quand c'est plus facile. Non, le critère est un petit peu plus élevé. Donc la jurisprudence a discuté de qu'est-ce que veut dire « nécessaire » pendant 40 ans. En 2022, le législateur est venu renforcer le principe. Là. C'est-à-dire c'est non seulement quand c'est nécessaire, mais il faut aussi que l'employeur prenne tous les moyens raisonnables pour ne pas exiger l'anglais à l'embauche. Donc, il doit s'assurer qu'il n'y a personne dans son entreprise qui peut faire ce travail-là. Il doit s'assurer que je n'ai pas déjà quelqu'un dans mon personnel. Si j'ai 10 acheteurs puis un fournisseur en anglais, puis là, je dis, c'est essentiel, mais qu'il y a un des 10 qui peut faire la job des c'est ça. Oui, exact. Si j'ai 10 téléphonistes, puis il y en a déjà 5 qui connaissent l'anglais, puis là, j'en embauche un 11e. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en avoir un 6e? J'en ai déjà 5, j'en embauche un 11e. J'ai vraiment besoin d'en avoir 6? Ouais, parce qu'entre flexibilité et nécessité, c'est ça. Ouais, fait que là, il y a comme. Ça a été quand même renforcé. Donc, tu sais, mais ça, c'était plus en réaction à la jurisprudence. Là. Donc, il n'y a pas eu de grande révolution là, pour les entreprises. Le chapitre qui s'applique à tout le monde, c'est ça, quelques petits éléments comme ça. Puis, pour la procédure de francisation applicable aux entreprises, oui, il y a eu quelques petits ajustements, mais grosso modo, c'est le barème qui est descendu. Tout ce que le législateur a fait, c'est qu'il est passé de 50 à 25, puis de l'appliquer mur à mur. Pour revenir à votre question du début, est-ce que c'est compliqué? C'est sûr que le législateur n'est pas venu adapter la procédure de francisation. Ils n'ont pas simplifié. Il n'a pas dit, pour les 25-49, ça ne sera pas toute la procédure, ça va être une partie de la procédure de manière ciblée. Il s'est dit, la procédure est en place depuis 1977. On voit qu'il a présumé que ça fonctionnait bien. Puis il s'est tout simplement dit, pourquoi changer une formule qui fonctionne? Je vais abaisser le seuil à 25, et c'est tout. Okay. Puis aujourd'hui, l'État
du français par rapport à la législation qui est là? Est-ce que la législation qui est présentement en place va être suffisante pour protéger le français ou est-ce qu'il y a encore des changements législatifs qui vont être requis dans les prochaines années? Ouais, ça, c'est une bonne question. Tu sais, on peut argumenter que ce que la loi 96 est venue faire, c'est un peu du rattrapage, là. Donc, le législateur, il n'y avait pas touché depuis assez longtemps. En 2022, il s'est dit, bon, on va se raccrocher aux principes fondamentaux de la Charte de la langue française. On ramène des lieux où tout le monde doit utiliser le français. On va venir apporter quelques corrections sur la langue du travail, la francisation des entreprises. On va apporter quelques correctifs sur la langue d'affichage. Donc maintenant, on va viser les marques de commerce. Quand il y a une marque de commerce dans l'affichage, le français doit aussi être nettement prédominant. On va venir répondre aux tribunaux là, un peu sur la législation et la justice. Quoi d'autre? Ah, il y a la question des cégeps aussi. On va venir dire qu'il y a un plafond. Donc là, le réseau anglophone ne pourra plus dépasser tel poids par rapport au réseau francophone. Puis là, le réseau francophone des collégiales va prendre de plus en plus de place, mais le réseau anglophone est quand même protégé. Donc, on comprend que le législateur, en 2022, est venu rattraper le temps perdu. T'sais, on n'y avait pas touché depuis longtemps. On pourrait argumenter qu'on aurait dû le faire 10, 20 ans avant. Bon, on ne l'a pas fait 10, 20 ans avant. Donc, le législateur, en 2022, est venu comme rattraper le temps perdu. Le temps perdu. Non, pas le temps perdu, mais le temps durant lequel... le tir un peu, c'est ça. Ouais, le temps durant lequel on n'y a pas touché. On aurait pu argumenter quand ça aurait dû être fait au début des années 2000. Donc, ça, c'est la loi 96. Puis ensuite de ça, pour l'avenir, c'est sûr que là, la situation se complexifie, mais comme toujours de plus en plus. Donc, je vous dirais que ce qui reste à faire, bon, là, il y a la question de la découvrabilité des contenus culturels, donc tout ce qui est comme plateforme en ligne. Donc là, on va attendre la réglementation, puis etc. Mais tu sais, c'est sûr que dans une société où tu as le droit de vivre en français, si les grandes plateformes ne te poussent pas le contenu mais pas juste culturel. C'est ça. Ouais, tu sais. Donc, évidemment que le consommateur demeure libre d'écouter du contenu dans la langue de son choix. Mais la découvrabilité, c'est l'idée qu'on te pousse du contenu, on te suggère du contenu original francophone, comme votre balado, par exemple. Ouais. Donc, les grandes plateformes doivent pousser ce contenu. Donc, il y a la question de la découvrabilité. Il va falloir s'y attarder. Le gouvernement a déjà fait un bon pas. Là. On attend la réglementation, donc on va voir comment ça va prendre forme. Il y a toute la question, comme je vous le disais un peu plus tôt, des investissements dans l'économie. Donc, le gouvernement du Québec, c'est notre recommandation, devrait prendre en considération un indicateur linguistique avant de mettre de l'argent dans tel secteur ou dans tel autre. Pas pour ne pas financer des secteurs où le français est pas prédominant, mais au moins qu'on le prenne en considération puis qu'on se dise, bien là, à retombée égale, on va encourager tel secteur. Là, on va pouvoir parler français. Donc, il y a ça qui doit être ajouté. Il y a tout, évidemment, la question de l'immigration qui est assez complexe, là. Les permanents, les temporaires. Donc, au moment de la résidence permanente, d'avoir les bons critères pour pousser le français. Donc, il y a toute cette question-là. Donc, tous ces éléments-là, là, c'est à l'extérieur de la Charte de la langue française, mais c'est comme tous les prochains chantiers qu'il faut vraiment attaquer. Donc, moi, je vous dirais, étant donné notre situation géopolitique, là, on n'aura pas le choix de constamment se poser ces questions-là. C'est un effort perpétuel. Nos enfants, nos petits-enfants, chaque génération va devoir se dire, OK, maintenant la situation, elle ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que la prochaine génération de Québécois puisse encore vivre en français, travailler en français, puis partager le français comme langue commune? Tu sais, on m'a déjà dit que c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Une nation là, de 8-9 millions de personnes sur un continent qui parle complètement une autre langue, là, de 350-400 millions de locuteurs anglophones. Regardez l'histoire de l'humanité, là, c'est jamais arrivé. Là. Donc, le Québec est dans une situation exceptionnelle aujourd'hui, mais à l'échelle de l'histoire humaine. Là. Donc, penser là, qu'on va arriver à un moment donné, puis on va se dire, bon, ben on a fait ce qu'on avait à faire, puis on n'a plus besoin de se poser cette question-là, ça n'arrivera jamais. Là. Donc, pour toujours,
les Québécois, chaque génération, vont devoir bâtir sur ce que la génération précédente a fait en se posant toujours la même question. Est-ce qu'on veut continuer de vivre en français? Si la réponse c'est oui, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir ça? Puis à chaque génération, il va y avoir des nouveaux enjeux. Donc là, c'est la découvrabilité, l'immigration, l'économie. Il y a 50 ans, c'était la langue d'enseignement, la langue d'affichage. Donc, à chaque génération, il va y avoir des nouveaux éléments qui vont se rajouter, des choses qu'on n'est peut-être même pas capable d'imaginer encore aujourd'hui. Puis les prochains vont devoir se poser la question. Bon, donc là, on maintient la langue d'enseignement, la langue d'affichage. On a ajouté la langue des plateformes, la langue des investissements économiques. Puis là, maintenant, c'est autre chose. Bien là, il faut aussi ajouter ça pour s'assurer qu'avec l'État québécois, qu'on puisse peser en faveur du français. T'sais. Donc, en tout cas, je ne sais pas si je vous décourage ou si non, je vous... Non, c'est bien. Il faut être passé là-dedans. Puis on espère tous que nos petits puis nos arrière-petits, c'est ça, nos petits-enfants vont pouvoir parler français, mais m'atterrir pour rien. Merci beaucoup. De rien. Tout le plaisir est pour moi. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. À la semaine prochaine.